Je vais vous présenter de magnifiques tableaux qui font partie des plus riches de notre patrimoine et qui sont de superbes témoins d'une civilisation disparue pour toujours. Le tableau intitulé « L'embarquement pour Cythère » a été peint par Jean-Antoine Watteau. C'est Jean-Antoine Watteau, spécialisé dans les scènes champêtres et bucoliques destinées à immortaliser la douceur de vie de son époque, qui a peint cette œuvre magnifique. Le tableau intitulé « Les massacres de Kyo » a été peint par Eugène Delacroix. Ce tableau créa une grande émotion à son époque et déclencha une grande vague de sympathie pour la minorité grecque opprimée, représentée comme telle dans le tableau au nom évocateur, la scène étant censée se dérouler dans l'île de Kyo, ce qui incita le poète anglais Lord Byron, pourtant de santé fragile, à s'embarquer pour aller y combattre. Mais il trouva la mort en 1824 à Missolonghi, après avoir contracté la fièvre des marais. Sa petite fille, Lady Lovelace, scientifique émérite, fut à l'origine de la création du langage informatique Ada. La célèbre bataille de Fontenoy, livrée en 1745 au cours de la guerre de succession d'Autriche, donna lieu à l'exécution de deux tableaux. L'un fut l'œuvre de Pierre l'Enfant et l'autre de Horace Vernet. Aussi bien dans l'œuvre de l'enfant que dans celle d'Horace Vernet, on trouve la même inexactitude manifestement volontaire. Le maréchal de Saxe, vainqueur de la bataille qui fit environ 15 000 morts en quelques heures, est représenté comme un fringant cavalier, alors qu'il n'était en réalité qu'un vieillard souffrant de la goutte qui se déplaçait en chaise à porteur. Pierre l'Enfant a pu assister à la bataille dont il fut contemporain et y tracer un portrait élogieux du maréchal pour lui plaire et s'attirer ses faveurs, mais ce n'est pas le cas d'Horace Vernet, qui naquit un siècle après et qui n'a probablement fait que s'inspirer de l'œuvre de son prédécesseur. Le tableau intitulé « Le sacre de Napoléon » a été peint par Jacques-Louis David. Mais le tableau de David comporte une erreur grossière. La mère de Napoléon y est représentée en bonne place, or Laetitia Ramolino n'assistait pas à la cérémonie du sacre le 2 décembre 1804. Le tableau intitulé « L'exécution de Maximilien » a été peint par Claude Manet. Le tableau représente des inexactitudes manifestement volontaires. Les soldats du peloton d'exécution sont représentés avec des uniformes français et non mexicains, et le sergent situé à droite est représenté avec les traits de Napoléon III. Claude Manet a ainsi voulu mettre en évidence le fait que le malheureux Maximilien d'Habsbourg avait été manipulé et entraîné dans un piège par Napoléon III, ce qui lui coûta la vie. Les deux généraux qui entourent Maximilien et sont fusillés en même temps que lui sont les généraux Miramon et Mérida. Le tableau intitulé « Les bergers d'Arcadie » a été peint par Nicolas Poussin. C'est bien à Nicolas Poussin, spécialisé dans les œuvres d'inspiration biblique, que l'on doit ce magnifique chef-d'œuvre. Le célèbre et immense tableau intitulé « Le radeau de la Méduse » qui immortalise le terrible drame de la frégate du même nom, a été peint par Théodore Géricault. Géricault peignit en 1818 l'œuvre de plus de 35 mètres carrés exposée au Louvre. Ce tableau fait référence au naufrage de la frégate La Méduse qui s'échoua en 1815 au large de la Mauritanie sur un banc de sable et obligea l'équipage et les soldats de la relève du Sénégal à embarquer sur des chaloupes ou canots de sauvetage. La plupart de ces 250 hommes et femmes purent regagner la côte, mais 149 malheureux qui avaient pris place à bord d'un radeau de fortune furent emportés au large par les courants. Seuls 15 survivants furent recueillis par la frégate anglaise Argus.
le tableau en question comporte aussi de nombreuses inexactitudes historiques. Le merveilleux tableau champêtre, connu sous le nom de Maison d'Argenteuil, a été peint par Claude Monet. C'est à Claude Monet que l'on doit cette œuvre colorée, connue sous le nom de Maison d'Argenteuil. Le tableau représentant Henri VIII, roi d'Angleterre, de la dynastie des Tudors, est dû à Hans Holbein. Henri VIII avait chargé Holbein de peindre un tableau de lui destiné à la postérité et donnant une bonne image de sa personne, et il avait choisi pour cela Holbein car il savait que ce dernier avait une certaine tendance à embellir les sujets qui lui étaient proposés. Notamment, à la mort de sa troisième épouse Jane Seymour, Henri VIII, cherchant à se remarier, s'est vu proposer Anne de Clèves pour raison d'État. Il chargea alors Holbein d'aller exécuter dans le duché de Clèves un tableau de la candidate pour voir si elle lui conviendrait. Mais Holbein, conformément à son habitude, fit un tableau enjolivé et Anne, qui ne correspondait pas à la peinture en réalité, ne plut pas au souverain. Le mariage fut un échec. Néanmoins, elle ne fut pas condamnée à mort comme Anne Boleyn et Catherine Howard. Le tableau, connu sous le nom de Napoléon et les pestiférés de Jaffa, a été commandé par Napoléon lui-même et il fut exécuté en 1804. Il est dû à Jean-Antoine Gros. Dans cette œuvre de propagande, Jean-Antoine Gros représente le futur empereur Napoléon avançant hardiment au milieu d'un groupe de soldats malades atteints de la peste, n'hésitant pas à les toucher et les réconforter, insensible au risque de contagion pour sa propre personne. Gros, qui n'aimait pas le maréchal Berthier, représente ce dernier se protégeant le visage d'un épais mouchoir, mettant ainsi en évidence le caractère frileux et pusillanime de ce dernier, en opposition parfaite avec celui attribué au courageux Bonaparte. Le tableau intitulé L'escarpolette ou la balançoire est dû à un peintre spécialisé dans les scènes de douce vie familiale et champêtre, en opposition avec la cruauté des mœurs et des conditions de vie de l'époque. Il s'agit de Jean-Antoine Watteau. Jean-Baptiste Greuze, Jean-Antoine Watteau, Jean-Baptiste Chardin et Ernest Meissonnier, ces quatre peintres opéraient tous à peu près dans le même registre, représentant une France profonde, douce, gentille et champêtre, mais c'est Jean-Antoine Watteau qui a peint l'escarpolette. Le premier clipper construit avec une coque entièrement en acier fut le fameux Cutty Sark, aujourd'hui exposé en plein air à Greenwich, qui s'illustra en établissant un nouveau record de vitesse sur la course du thé Londres-Ceylan-Londres, au détriment du précédent détenteur, le steamer Thermopylae. Le tableau est l'œuvre de Daniel Cobb. Hélas, le clipper, voilier transocéanique, le clipper Cutty Sark, fleuron de la marine britannique, fut aussi frappé par une série d'avaries et de malchances, dont quelques mutineries, dues à la rigueur de la vie en mer à cette époque. Il fut lancé en 1869, mais sa réalisation coûta tellement cher que le chantier écossais qui le construisit fut mis en faillite. Après avoir servi de le transport du thé, il fut aussi utilisé pour celui de la laine en provenance d'Australie, puis plus tard du charbon. Il établit un record en parcourant en 24 heures plus de 360 miles nautiques, 667 km, et permis au génie de Daniel Cobb de s'exprimer. Sur le tableau, il est en compétition avec le steamer Britannia. Le célèbre tableau immortalisant Madame Récamier, qui tint un grand salon parisien sous le Directoire et jusqu'à la monarchie de Juillet, est dû à François Gérard. Madame Récamier, femme dite d'esprit, fille de notaire, épouse d'un riche banquier, réussit à tenir son salon de discussion durant de longues périodes parmi les plus tourmentées
de l'histoire française, c'est-à-dire successivement sous le Directoire, l'Empire, puis la monarchie restaurée. Juliette, dite Madame, fut peinte par plusieurs artistes dont David, mais c'est l'œuvre de Gérard qui est présentée ici. Le tableau du pape Jules II âgé, ou le souverain pontife, n'est pas représenté de façon péjorative, contrairement au portrait qui figure sur l'immense fresque ornant le plafond de la chapelle Sixtine, fut l'œuvre de Raffaello Sanzio di Raphaël. Raphaël a essayé de représenter le prélat avec exactitude, contrairement à Michelangelo, qui ne l'aimait pas et qui, sur la fresque ornant le plafond de la chapelle Sixtine, lui a donné le visage d'un diable grimaçant. Michelangelo avait voulu ainsi se venger de Jules II, de son vrai nom Giuliano della Rovere, pour une raison assez obscure, car en fait, il n'avait jamais vraiment eu à se plaindre de lui. C'est d'ailleurs Jules II lui-même qui avait commandé la fresque. Celle-ci fut terminée en 1512, tandis que le souverain pontife mourut en 1513. Il ne pouvait alors plus nuire à Michelangelo. Le tableau de François Ier, représenté ici, a une particularité. L'artiste qui le réalisa n'avait jamais vu le souverain, et cet artiste, c'était le Titien. Tiziano Vecellio dit le Titien réalisa en 1539 l'exploit de produire l'œuvre qui lui avait été commandée à partir d'une gravure figurant sur une médaille, gravure réalisée par Benvenuto Cellini. C'est sans doute la raison pour laquelle il choisit de peindre un portrait de profil plus facile à traiter pour lui. Le tableau intitulé « Les ordonnances » est dû au peintre Ernest Meissonnier. Ernest Meissonnier s'était spécialisé dans les scènes de la vie courante. Il a aussi réalisé le coup de l'étrier, les amateurs de peinture, le joueur de flûte. Félix Philippotto s'est spécialisé dans la réalisation de grands panoramas, dont beaucoup retraçant des scènes de l'ère napoléonienne. Le tableau qui est montré ici, comportant une erreur notoire, est intitulé Napoléon à la bataille de Rivoli. Félix Philippotto, qui a souvent travaillé avec son fils Paul, qui l'a initié, n'a certainement pas assisté à la bataille de Rivoli, qui eut lieu bien avant sa naissance. C'est peut-être pour cela qu'il a représenté sur le tableau des soldats portant l'uniforme du 4e régiment de hussards, dit Sambre-et-Meuse, lequel régiment n'était pas non plus présent à la cruelle bataille. Ce superbe autoportrait a été réalisé par Elisabeth Vigée-Lebrun. Il s'agit là d'un magnifique autoportrait réalisé par Elisabeth Vigée-Lebrun, autodidacte virtuose, protégée du maître Joseph Vernet, qui naquit en 1755 et traversa tous les régimes pour mourir à 87 ans, tandis que la gare Saint-Lazare se construisait sous ses fenêtres. Son œuvre picturale fut immense, ainsi que son œuvre littéraire qui lui permit de fournir son témoignage sur les événements de la Révolution. Elle y déclare notamment avoir reçu à Rome une lettre dans laquelle Marie-Augustine Caillot, épouse d'un célèbre chantre-comédien, l'engageait à rentrer en France en ces termes : « Bientôt nous serons tous égaux, enfin ce sera l'âge d'or ». Heureusement pour elle, Elisabeth ne la crut pas, car peu de temps après, elle apprit que Madame Caillot s'était jetée par la fenêtre de désespoir.